Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette table ronde qui a lieu lors de la Mêlée numérique, la 21e édition de la Mêlée numérique. J'ai le plaisir de la présenter, qui s'appellera l'e-sport, de quoi parle-t-on? Nouvel Eldorado pour les marques. Je m'appelle Hugo Hurtado, je suis le directeur général de l'agence e-sport, qui vise à développer le secteur de l'e-sport au niveau français. Dans cette table ronde, nous allons la décomposer en deux parties. La première partie sera le préambule. J'aurai le plaisir d'accueillir M. Bruno Ollier, qui est le directeur général délégué des finances et du numérique du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui nous présentera pourquoi l'e-sport est pour eux un vecteur social, un vecteur de développement. Et dans un second temps, nous accueillerons plusieurs personnalités du monde de l'e-sport pour justement décortiquer cette grande question: l'e-sport est-il l'Eldorado tant attendu par les marques? Donc Bruno, bonjour. Donc merci de nous faire le plaisir d'être présent sur cette table ronde. Alors justement, bon, je fais un petit teasing, vous êtes partenaire de l'agence e-sport depuis maintenant pratiquement un an, vous vous intéressez justement à ce nouveau phénomène social, vous réfléchissez avec certains services et certaines de vos équipes. Donc en quelques minutes, quelques mots, pourquoi s'investir dans ce secteur d'activité? Première question, effectivement, c'est est-ce que le e-sport peut être un Eldorado aussi pour les collectivités territoriales et pour un conseil départemental? Ça peut paraître a priori un peu bizarre, mais en fait, bon, il y a une marque conseil départemental et comme toute marque, ça peut être aussi un moyen de faire passer le message ou en tout cas l'image de l'institution, et c'est d'autant plus important aujourd'hui, comme on l'a vu aux dernières élections départementales et régionales, un niveau de participation très faible et encore plus faible auprès des jeunes. Donc ça peut être un moyen de commencer à sensibiliser les jeunes générations sur ces problématiques, et surtout le département souhaite une ambition en termes d'éducation, en termes de citoyenneté, d'émancipation de chacun. Et donc il y a tout un ensemble de valeurs à faire passer et qui peuvent être aussi des valeurs partagées avec le monde du e-sport. Alors deux exemples pour bien montrer les actions qu'on veut mener et ce qui pourrait après se décliner dans ce domaine-là. Depuis maintenant 5 ans, on a mis en place ce qu'on appelle le parcours laïque et citoyen, qui est auprès de l'ensemble des collégiens et depuis cette année pour les élèves de CM2, qui a vocation à apporter un petit peu des ateliers, des formations sur tout ce qui est citoyenneté, le bien vivre ensemble, lutte contre toutes les discriminations, contre tous les discours haineux, etc. Et on est une période où c'est important, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un premier point. Et le jeu vidéo fait partie de certains de ces ateliers. Il y a le jeu vidéo, le sport, le théâtre, les débats. Donc il y a plein d'ateliers différents qui permettent de sensibiliser à tous ces éléments. Et puis depuis maintenant 2 ans, on a une mission jeunesse qui a co-construit avec un panel de jeunes une plateforme dédiée à la jeunesse, interactive, qui permet d'avoir des informations sur pas mal de sujets et qui est aussi un vecteur pour toucher ces publics-là. Donc naturellement, le partenariat qui avait été proposé, ben, on vient dessus. Et de plus en plus, on commence à voir comment on peut être efficient sur ces sujets. Avec 2 exemples, notre partenariat avec Freya Games, donc, qui est une start-up toulousaine sur les jeux sérieux, les serious games. Et on a 2 jeux qui ont été réalisés, enfin le deuxième en cours de réalisation, un sur la bonne utilisation de l'Internet et l'autre sur tout ce qui est développement d'esprit critique, là, qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est un outil pédagogique important et qui peut faire passer de façon ludique des messages très importants pour chacun. Et puis, dans les semaines qui viennent, puisque fin octobre, il va y avoir un tournoi de jeux vidéo organisé par la médiathèque départementale. En fait, ce tournoi va être la médiathèque départementale, c'est une mission de lecture publique, mais ce n'est pas que de diffusion culturelle au sens large, et elle abreuve par son fond l'ensemble des médiathèques et bibliothèques du département. Donc il va y avoir dans 18 médiathèques sur le territoire des phases éliminatoires. Ce tournoi, c'est un jeu avec Super Mario. Et une finale à la médiathèque départementale à la Beige le 6 novembre prochain. Donc, pourquoi ce jeu? C'est déjà pour, là aussi, toucher un public qui ne viendrait pas naturellement dans les bibliothèques et en venant, peut s'intéresser à des livres, peut s'intéresser à des vidéos et peut-être attirer des jeunes vers ces activités culturelles.
Autre point, bien sûr, le département a une vocation à tout ce qui est inclusion numérique, hein, notamment par ses compétences en matière sociale, et le e-sport est aussi un facteur d'inclusion, un facteur de sociabilité, hein, parce que bon, moi, je suis parent, je le voyais au départ comme mon enfant s'enferme à sa chambre, mais non, c'est aussi un moment où il partage avec d'autres, mais même s'ils ne sont pas à côté. Et aussi, on s'aperçoit que les jeux vidéo, l'e-sport, ça permet d'acquérir des compétences. Donc ça, je ne suis pas spécialiste pour en parler, mais très clairement des compétences de gestion du stress, de dextérité, d'agilité, d'anticipation, de stratégie. Et dans le cadre de la mission jeunesse, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle les open badges, qui seraient, au regard d'un certain nombre de critères, permettre aux jeunes de constater qu'ils ont des compétences à certains domaines. Et les jeux vidéo en font partie pour leur permettre d'avoir ce badge qu'ils pourraient éventuellement mettre après dans un CV et donc de valoriser toute cette expérience acquise qui peut être très intéressante pour les employeurs par la suite. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Une question justement, on n'a pas forcément l'habitude dans l'e-sport de voir des acteurs publics, que ce soit départementaux, métropolitains, régionaux, s'investir dans cet écosystème-là. Vous faites partie des pionniers, les premiers finalement départements à en faire l'éloge et à devenir partenaire d'institutions comme la nôtre. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Au départ, une certaine conviction de la part de l'agence e-sport, hein, très, très clairement. Et puis petit à petit, en échangeant, en regardant aussi comme les choses se passaient au sein de la collectivité, ça est devenu naturel. Et donc, ça a pris quelques mois quand même pour qu'on puisse venir. Mais aujourd'hui, on y est. Et puis, on est en train de découvrir tous les pans d'activité, toutes les choses qu'on pourrait imaginer pour être plus présent dans ce domaine-là, et tout en permettant de développer nos politiques publiques et de toucher, je répète, vraiment les jeunes de 11 à 30 ans, ce qui est notre cible, mais ça va au-delà, je sais, le e-sport, qui peut-être n'auraient jamais côtoyé le département, ou en tout cas les politiques publiques menées par le département ou autrement. D'accord, merci beaucoup Bruno pour cette intervention. Je me permettrai de vous rappeler peut-être en fin de table ronde pour que chacun et chacune puisse poser les questions s'ils en ont. Merci beaucoup, en tout cas, vous pouvez l'applaudir. Merci à tous. Et on va passer maintenant à la deuxième partie, et la partie finalement la plus longue, la table ronde. Donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes. Bien entendu, Avin Issa, Julien Collier, vous pouvez les applaudir, n'hésitez pas, hein. Mathieu Guillot et Rémi Piotrowska. Donc bienvenue à tous, le temps que vous vous installiez. Pensez à bien allumer vos micros, vérifiez qu'ils soient bien allumés. Donc vous êtes chacun et chacune finalement des membres émérites dans l'écosystème de l'e-sport et on va dire l'entertainment, le divertissement au sens large. Alors l'e-sport, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Qu'est-ce que c'est ? C'est la compétition liée aux jeux vidéo. Les critères principaux, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 joueurs, 2 équipes qui s'affrontent sur un support virtuel dans l'objectif d'acquérir une victoire. Bon, la définition précise, on la connaît. Mais justement, on essaiera dans cette table ronde d'aller un peu plus profondément, de voir finalement s'il y a vraiment que l'e-sport qui intéresse les marques ou est-ce que l'entertainment, est-ce vraiment de l'e-sport ou pas ? Ça sera une réponse sur laquelle on pourra débattre. Mais également découvrir aussi chacune de vos activités. Donc ma première question, finalement, ce n'est pas réellement une question, c'est est-ce que chacun et chacune peut se présenter à ce tour de rôle et présenter son activité au sein de cet écosystème. Et Mathieu, peut-être je te laisse la parole dans le sens. Avec Avin, on représente l'association Gaming Link. Et donc nous, on est une association organisatrice d'un événement à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, qui s'appelle l'Occitanie Gaming Convention. On a fait 2200 personnes la première année et 2500 la deuxième. Donc en 2018-2019, donc avec le Covid, on a reporté nos activités. Et je vais laisser Avin poursuivre. Oui, et bien en plus de ces 2500 personnes, on peut aussi on a eu des joueurs, autour de un peu plus de 350 joueurs, et donc c'est cette organisation aussi de LAN party, donc de compétition et en réseau ensemble, tous les joueurs ensemble, qui aussi nous intéresse et nous a intéressés.
Julien Collier, je préside le club au service sport. Donc nous sommes représentés sur divers jeux à l'échelle nationale, voire internationale selon les jeux ou les disciplines. Et je suis également le dirigeant de la société Eliminate, donc un équipementier e-sport. Donc mes activités se consacrent essentiellement aujourd'hui à l'e-sport de près ou de loin. Alors moi je suis Rémi, j'ai une grande salle de réalité virtuelle de e-sport sur Toulouse. Le but c'est dans les prochains mois d'organiser les premiers tournois e-sport de réalité virtuelle. Donc Eva c'est plusieurs salles sur la France et je suis la seule quasiment dans le sud de la France pour représenter on va dire toute la partie Occitanie dans un premier temps au premier tournoi qui va être organisé d'ici fin d'année. Alors merci à tous. On parle beaucoup d'e-sport. On en entend beaucoup parler, que ce soit à travers les anciens médias, les nouveaux médias, etc. etc. Ça évoque beaucoup d'opportunités pour certains. Un Eldorado, on parle souvent, c'est le thème de cette table ronde. Quelle différence, et je vais vous inviter à chacun peut-être pouvoir donner votre avis, quelle différence vous faites entre l'e-sport et véritablement l'entertainment? Parce que j'ai l'impression, peut-être je peux me tromper, vous me direz, qu'on fait parfois pas forcément la part des choses entre ces deux univers-là, c'est-à-dire le secteur du jeu vidéo, le secteur de l'e-sport et le secteur du divertissement, l'entertainment tout autour. Qui veut prendre la parole justement sur ce premier sujet? Je peux me lancer. Je pense que la différence, c'est peut-être l'entertainment, l'e-sportainment, c'est peut-être un concept qui vient des États-Unis, où on peut voir les marques avec la publicité, il y a un véritable enjeu. Et on va dire que l'e-sport, ça va vraiment être quelque chose de compétitif, où on va se focaliser réellement là-dessus. Je pense que peut-être une différence claire, même si c'est pas très correct, c'est entre les streamers qui vont essayer de générer du divertissement et d'avoir un contact réel avec leur communauté. Et parfois, on peut le voir avec les ILAN. Ou alors une vraie compétition avec différentes équipes qui vont venir pour le cash prize. Et peut-être qu'au niveau économique, ça va se traduire au niveau des revenus, c'est-à-dire les revenus attendus par la publicité ou par les entrées des spectateurs. Grossièrement, du coup, le trait, on peut dire aussi que l'e-sport, c'est la compétition de jeux vidéo. Donc, du coup, ça va être côté joueur, tandis que l'entertainment, ça va être plutôt les spectateurs qui vont regarder les joueurs. Donc, grossièrement, on peut aussi faire cette partie. Je vais rejoindre mes collègues sur l'idée, mais effectivement, c'est ça. C'est d'un côté, l'e-sport, c'est la pratique compétitive, on va dire, pure, et l'e-sportainment ou l'entertainment, ça va être effectivement plus le côté spectacle. Après, ça n'empêche qu'aujourd'hui, les deux univers ont besoin de fonctionner ensemble pour que ça puisse marcher, hein, tout simplement. Il faut qu'il y ait une part spectacle aux compétitions, quoi, pour qu'il y ait de générer de l'audience, effectivement attirer les marques, etc. sur l'e-sport. Hein. Alors justement, je suis totalement d'accord avec vous sur le sens et le principe. Je vais être un peu plus profond dans ma question. Justement, on voit que les grandes stars dans le milieu sportif sont, je vais me permettre de citer des noms, des Kylian Mbappé, des Antoine Griezmann, etc. Comment se fait-il que dans la reproduction qu'on a dans la catégorie sport, on peut en faire quelques parallèles, finalement les grandes stars, si on peut dire, sont plutôt justement, comme vous le disiez très bien, des gens qui attirent des communautés, des Zerator, des Domingo, etc. etc. Et comment se fait-il que des professionnels de jeux vidéo ne soient pas autant mis en avant? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est dépendant justement de leur communauté? Est-ce que certains ont un avis sur ça justement? Est-ce que c'est pas tout simplement un problème de médias derrière? Est-ce que c'est pas les mêmes canaux de diffusion? C'est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des influenceurs qui ont pris une énorme place via Twitch, YouTube, etc. Et aujourd'hui, à côté de ça, on a peut-être du sportif qui était plus côté télé. Aujourd'hui, la télé commence à essayer de rentrer sur les médias des influenceurs, sur du YouTube, du Twitch. Donc il y a une passerelle qui est un petit peu difficile à faire, je pense, pour les non-endémiques aujourd'hui, qui ont cette habitude de fonctionner avec des médias traditionnels. Donc aujourd'hui, les nouveaux supports nécessitent, je pense, un temps d'adaptation pour ces médias, pour ces contenus, on va dire, diffusés sur les médias traditionnels.
discuter. Je pense que la transition, elle est en train un peu de se faire avec, je pense, Kenny S sur CS. Enfin, après, moi, je suis un joueur CS, donc Counter-Strike pour... Personne. Et donc, il y a, par exemple, sur ce genre de jeu, après, sur Age of Empires, qui est pas mal en vue en ce moment. Et il y a pas mal de stars de ce jeu qui mobilisent des communautés, justement, parce qu'ils sont un peu forcés, parce qu'il n'y a pas assez de tournois, je pense, pour leur garantir des revenus. Et donc, c'est quelque chose qui arrive. Après, déjà, on va dire qu'il faudrait déjà que les structures s'institutionnalisent, arrivent à créer, on va dire... on a une très belle équipe en France avec Vitality, donc à voir sur le long terme, sur 10-15 ans, comment ça évolue. Je pense aussi que, alors quand on fait partie d'une équipe comme Vitality, c'est la team Vitality qui est mise en avant, donc dans les maillots, et même ça va être eux, par leur réseau de communication et de diffusion, qui vont diffuser et faire de la publicité. Du coup, les joueurs, ils n'ont pas vraiment à se mettre en avant et faire ce job d'influenceur, alors que l'influenceur tout seul, il a toute sa communauté grâce à lui, et il va faire ses propres revenus, donc c'est pas la même motivation non plus. Je pense que clairement, la différence, elle se situe aussi là. Alors, ça fait une transition parfaite, merci beaucoup. On parle justement de club e-sport. On a la chance d'avoir Julien Collier avec Au Service Sport. Donc la question va être un petit peu focus pour toi, Julien. Finalement, un club e-sport, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous fonctionnez vraiment avec une intégralité de bénévoles ? Est-ce que vous avez la capacité d'avoir des recrutements de bons joueurs qui sont rémunérés ? Est-ce que c'est grâce à des marques ou des acteurs publics peut-être que vous avez le soutien financier nécessaire comme une reproduction du monde du sport avec des clubs? Comment vous fonctionnez finalement dans ces clubs? Alors je vais parler pour notre cas qui ne sera pas forcément une généralité, hein, parce qu'aujourd'hui on a quand même un gros clivage entre les clubs, donc tous les clubs n'ont pas encore le même fonctionnement. Nous pour notre part, effectivement, Au Service Sport est une association, donc on fonctionne essentiellement avec des bénévoles. Il y a des cas où nous avons quand même des joueurs qui sont rémunérés. Ça va dépendre tout simplement du niveau attendu, des sponsors qu'on peut adosser à ces équipes où on fonctionne. Les équipes fonctionnent pour nous comme des projets et on va tout simplement adosser un sponsor à un projet. Et derrière, c'est possible qu'il y ait des joueurs qui soient rémunérés. Ça va vraiment dépendre des jeux et du cas. Après, en termes de fonctionnement, la structuration aujourd'hui, elle se fait, c'est de plus en plus construit, on va dire, au niveau de la plupart des clubs. Vous avez des directeurs de pôle, des managers, toute une déclinaison, tout un staff qui encadre les joueurs. Aujourd'hui, c'est plus juste, l'idée, c'est plus juste de prendre 5 joueurs, on les met ensemble, ils font leur partie et puis voilà quoi. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a du coaching mental qui est mis en place. Nous, on n'aborde pas forcément aujourd'hui la partie nutrition, le coaching sportif, ce genre de choses, mais ça commence à se mettre en place aussi dans d'autres clubs. Donc après, c'est une question de moyens, de structuration et de stade d'évolution tout simplement, hein, des clubs. Après, on rejoint aujourd'hui, en tout cas pour nous, l'objectif c'est de rentrer de suivre le modèle des clubs sportifs, hein, tout simplement. On n'essaye pas de réinventer la roue, hein. Il y a des choses qui fonctionnent depuis des années dans le sport, d'autres qui fonctionnent moins. On essaye de prendre le meilleur, mais le schéma va ressembler de plus en plus à celui des clubs sportifs. Il manque encore aujourd'hui le cadre légal qu'il y a dans le sport, certaines règles, certaines possibilités, les mêmes modèles économiques, les droits TV, les choses comme ça n'existent pas aujourd'hui dans l'e-sport. Et le sponsoring, pareil aujourd'hui, qui est quand même le plus souvent la principale source de revenus pour les clubs e-sport, n'est pas à la hauteur du sponsoring sportif. Donc forcément, ça pose des problèmes quand aujourd'hui on va parler de certaines équipes sur des sommes qui peuvent aller de 4 à 6 chiffres selon ce qu'on veut faire, tout simplement, le niveau attendu, quoi. Alors justement, on parle d'activation ponctuelle, parfois récurrente ou sur plusieurs années. On sait que sur des clubs de sport, on est souvent partenaire sur 1 an, 2 ans ou peut-être potentiellement plus. J'ai l'impression, peut-être Rémi pourra nous en parler, peut-être que vous, organisateurs d'événements, vous allez pouvoir nous en parler aussi. J'ai l'impression que dans l'e-sport, justement, les activations des marques, à l'heure actuelle, sont plutôt ponctuelles. C'est-à-dire qu'on voit finalement des actions qui sont menées, des événements qui sont mis en avant. Mais est-ce que, sur certains clubs de sport, est-ce qu'à travers des salles de réalité virtuelle,
à travers des événements et la récurrence des événements que vous menez, est-ce que vous arrivez à maintenir des partenariats ou est-ce que justement c'est vraiment cet aspect un peu ponctuel qui est bloquant et qui nécessite de réactiver chaque fois les partenariats et de refaire tout ce travail de fond tout simplement? Rémi peut-être. Alors, moi, je peux parler en cas pour Eva. Aujourd'hui, ils ont fait une grosse activation courant juin qui a suscité des marques qui étaient assez importantes pour faire cette activation. Ça a été a priori pas trop compliqué. Là, c'est de moins en moins compliqué, mais juste à chaque fois pour un gros événement. Pour le récurrent, c'est bien plus compliqué. Après, pour la salle qui est à Toulouse, là, j'ai pas assez de recul vu qu'on a ouvert il y a 1 mois et demi. Mais je vois déjà pour les premières organisations de tournois, c'est déjà assez quand même compliqué pour obtenir des aides ou des partenaires pour des cash prizes. Et alors peut-être qu'on n'a pas poussé encore assez, mais effectivement, c'est que sur du ponctuel et pas sur du récurrent à l'heure actuelle. Ouais. Dès nous, je pense que déjà il y a un travail de pédagogie, c'est-à-dire que l'e-sport c'est pas forcément compris, souvent c'est handisport, donc il faut déjà faire ce travail à chaque fois. Ensuite, c'est vrai que dans notre secteur, c'est un secteur assez rural où les valeurs sportives sont vraiment chères au territoire, donc c'est plutôt le rugby qui occupe l'espace. Et donc forcément, il y a des préjugés et des a priori, donc déjà il y a vraiment une barrière à ce niveau-là, je pense. Au niveau parfois des entreprises, des chefs d'entreprise qu'il faut arriver à casser. C'est pas toujours facile. Donc, voilà, après, je peux... Oui, après, c'est pas toujours facile, mais il y a des secteurs, par exemple, que ce soit des ostéopathes, des kinés, ou même des opticiens, tout ça, quand on leur explique en quoi, en fait, ce serait utile et ils auraient aussi une part de marché dans les joueurs, là, d'un coup, ça attire leur attention et ils sont déjà plus disposés à discuter et à conclure des partenariats. Alors justement, on parle d'événementiel. Une large majorité des événements e-sport en France ou entertainment sont faits par des bénévoles, au-delà des bénévoles, surtout des passionnés. Quel lien vous faites justement quand vous organisez ce type d'événement entre finalement certaines marques qui peuvent être sponsors de l'événement et qui cherchent finalement à se valoriser d'une certaine façon, ou même des acteurs publics? Alors je sais qu'à travers votre événement, vous avez eu l'appui de la région Occitanie, de la ville de Montauban, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement, le lien que vous avez réussi à faire avec ces acteurs privés, avec ces acteurs publics? Alors au niveau de la ville, la ville cherchait en fait des jeunes de Montauban pour organiser un événement. Ils avaient justement depuis quelques années, donc c'était 2017 déjà, ils cherchaient, donc ça a été assez facile. En fait, on a vraiment eu un bon travail d'écoute, puis nous, ça nous a permis de progresser, d'apprendre pas mal de choses avec eux. Et ensuite, avec la région, pareil, il y avait une demande à ce niveau-là, d'accompagner des projets, parce qu'ils ont compris, je pense, les politiques, que aujourd'hui, le canal des jeunes passe énormément par les canaux en ligne. Donc le jeu vidéo est forcément un moyen attractif pour eux. Donc de ce point de vue-là, ça n'a pas été le plus dur. Après, de mon point de vue, pour pérenniser la chose, c'est vraiment les acteurs privés qu'on aimerait mobiliser. Et tout ce qui est acteurs publics, justement, justement les avertir, leur dire, vous savez, un jeune qui est devant son ordinateur et qui joue, ou des jeunes qui regardent, en fait, ça favorise aussi une sociabilisation. On croit toujours qu'ils se marginalisent, alors que non, justement pas. Et donc, en leur expliquant tout ça, ils ont moins peur et ils comprennent justement comment leur enfant va pouvoir être dans un nouveau secteur sans se marginaliser. Et à côté, pour le privé, ça peut aussi, je vais employer le terme dépoussiérer, mais c'est pas vraiment dépoussiérer une marque, dans le sens où ça peut être une marque que les jeunes ne connaissent pas. Et à travers des événements d'entertainment comme ça, de jeunes qui ciblent des jeunes, parce que oui, c'est les jeunes qui nous jouons, voilà. Forcément, on peut faire connaître des marques qui sont un peu inconnues ou méconnues, justement, des jeunes. Jeunes, on parle du rôle social du jeu vidéo, de l'e-sport et de toutes ces composantes. Je vais prendre aussi l'effet inverse avec Rémi. Enfin, l'effet inverse, pas forcément, c'est l'effet futur. On est jeune et finalement on devient jeune actif et finalement on entre dans la vie professionnelle. À travers Eva,
beaucoup d'activations sont faites aussi avec les marques. Enfin, quand je dis marques, c'est des entreprises qui privatisent finalement la salle pour leurs collaborateurs ou pour leurs clients. Justement, quelle est l'optique? Est-ce que c'est de travailler sur finalement ce qu'on appelle le marketing RH, c'est-à-dire le bien-être au travail, le bonheur des salariés? Qu'est-ce que Rémi, tu pourrais nous en dire? Alors, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes concernant des privatisations d'entreprises pour, justement, vu qu'on passe, ça fait 2 ans que les entreprises ne font quasiment plus rien à cause du Covid, veut remettre une cohésion d'entreprise. Et du coup, on a beaucoup de demandes à l'heure actuelle. Et effectivement, c'est une cohésion de jouer ensemble, de faire des événements sportifs à travers le e-sport en faisant... parce que la majorité des demandes, c'est essentiellement du joueur contre joueur. Donc de la compétition. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'organiser des mini-tournois au sein de l'entreprise pour passer une soirée. Et ils sont hyper ravis à la sortie, quoi. L'esprit compétitif et l'esprit de jouer tous ensemble. Et alors que pourtant, ils sont tous... entre 25 et 50 ans. Et pour l'instant, tout se passe très bien, quoi. Justement, la typologie de structures qui vous ont accompagné ou qui sont en train de vous accompagner, qui vont potentiellement vous accompagner, est-ce que c'est plutôt des grands comptes? Est-ce que c'est plutôt des entreprises locales à taille humaine? Quelles sont les typologies d'entreprises alors, accompagnées peut-être en sponsor ou en mécène pour certains, en partenaire pour d'autres, en client pour certains? C'est quoi la typologie? Alors nous, en termes de clients, pour l'instant, c'est des PME. On n'a pas de grosses entreprises. Ah si, on a une grosse entreprise qui est basée sur Rock qui va venir. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on est vraiment sur des sociétés, des PME, avant des grands groupes qui viennent nous consulter pour des devis. On a des gros tels que, par exemple, on va citer la Radio Énergie, par exemple. Et à côté, on essaye aussi vu que c'est le territoire du Tarn-et-Garonne est quand même assez familial, assez rural, on essaie vraiment de mobiliser les entreprises locales. Pour nous, ça va être un petit peu de tout. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça peut être des PME, ça peut être des boîtes internationales. Ça peut être aussi du local. Il n'y a pas vraiment de limite. Aujourd'hui, je pense que la bride se fait plus au niveau de l'interlocuteur qu'on va avoir, l'ouverture d'esprit que peut avoir la marque envers l'e-sport, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure. Mais après, il n'y a pas de règle exacte, hein. Tout est possible. Aujourd'hui, si la stratégie est réfléchie du côté des entreprises ou des institutions, il y a, à mon sens, toujours quelque chose à faire. Il faut juste le penser intelligemment et appliquer la bonne stratégie. De sources sûres, de sources fiables, je crois savoir que vous avez signé il y a très peu de temps un partenariat avec une marque américaine. Justement, est-ce que vous pourriez peut-être évoquer cette marque et évoquer pourquoi vous leur avez fait confiance, pourquoi eux en retour vous font confiance et quel est l'objectif finalement d'un tel partenariat avec, je le répète, une marque finalement internationale avec une association, très belle association d'ailleurs au service sport, mais qui finalement, dans l'esprit global des gens, reste une structure amateur, de très haut niveau toujours. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Je sais même pas si ça a été annoncé. Si ça a été, ça a été annoncé, ok. J'ai eu peur. Mais effectivement, c'est pareil. C'est une société qui, alors peut-être certains d'entre vous connaissent des plateformes comme Asana, des choses comme ça, des outils qui sont à la base plus destinés aux entreprises pour gérer leur fonctionnement interne. Aujourd'hui, on a annoncé avec ClickUp, donc qui est une société californienne. Aujourd'hui, pour eux, alors, ils sont sur une dynamique très jeune. Il y a beaucoup de mise en avant, de personal branding des dirigeants. Ils sont sur quelque chose même de très fun pour un outil qui est totalement pour du corpo. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement aller toucher pour eux d'autres marchés. Ils ont compris, en tout cas déjà aux États-Unis, ils ont compris que l'e-sport c'était quand même quelque chose qui allait continuer à grossir, qui est quand même encore plus évolué
aux États-Unis. Donc pour eux, c'est un choix logique pour pouvoir toucher une autre cible, peut-être toucher des jeunes aussi, hein, parce que c'est des outils que nous, on va utiliser en interne, mais une fois que la personne elle maîtrise, elle a l'habitude d'utiliser cet outil, elle pourra soit demander à l'intégrer dans sa société plus tard, ou l'utiliser dans d'autres circonstances, ou même à titre personnel, hein. C'est des outils qui peuvent être utilisés personnellement. Donc aujourd'hui, ça va être tout simplement pareil, hein, toucher une autre cible, une cible peut-être plus jeune que juste du corpo, et après aussi rentrer sur le marché français via un canal, quoi. Après, je pense qu'ils multiplieront les actions de toute façon, mais c'est un canal de diffusion aujourd'hui, de publicité du moins comme un autre. Félicitations une nouvelle fois. L'e-sport, finalement, il y a une évolution constante au niveau international. C'est un vecteur d'attractivité énorme. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Ça sera peut-être le débat qu'on aura. On voit beaucoup de grands comptes qui vont dedans. Si on prend League of Legends, il y a eu Louis Vuitton, on a eu BMW, Mercedes, etc. De très grands comptes. Mais finalement, l'e-sport, avant tout, c'est des bénévoles, c'est des associations dans tous les pays du monde. Quelles opportunités pour elles ont-elles avec des acteurs peut-être locaux, régionaux, publics, privés? On a eu la chance d'accueillir Bruno Ollier tout à l'heure qui nous parlait justement du lien social et de la jeunesse. Quelle serait peut-être l'opportunité? Parce que pour beaucoup de marques, j'ai la chance avec mes équipes d'en rencontrer un certain nombre, on a toujours l'impression que l'e-sport, finalement, ça reste et ça commence à devenir inaccessible en tarif. Comment finalement ce vecteur d'attractivité qui semble énorme, on peut le transposer à l'échelle régionale ou à l'échelle locale? C'est pour moi encore. C'est pour tout le monde, hein, je pense que chacun pourra répondre. Ça va dépendre, je pense, de la visibilité online et après de la certification des vues, on va dire, parce que au niveau de Twitch, il y a pas mal de bots ou de trucs comme ça qui vont faire gonfler. Donc je pense pas que ce soit inaccessible. Après, c'est juste qu'il y a des acteurs peut-être un peu jeunes, donc au niveau des tarifications, il faut aussi arriver à trouver une offre qui corresponde à la demande. Et après, nous, c'est clair que, on va dire, chaque acteur va avoir des problématiques différentes, parce que c'est clair qu'une équipe va pouvoir avoir une portée internationale. Nous, notre événement, on n'a pas pour ambition d'aller toucher au-delà peut-être de la région, donc ou au niveau national en ce qui concerne les joueurs. Donc après, parce qu'il y a la partie LAN et la partie salon. Donc c'est vrai qu'on fait la distinction entre les deux. Donc c'est vrai que nous, on arrive à toucher des entreprises au niveau de notre ville sur des tarifs qui restent assez abordables. Après, c'est vrai que j'en reviens, c'est ceux qui vont nous faire confiance pour nos éditions sont des acteurs déjà convaincus généralement, donc il y a un travail de fond. Et je pense que c'est quand les joueurs vont commencer, enfin notre génération et la génération qui suit, va commencer à intégrer les entreprises. Justement, par exemple, Rémi le disait, ils vont influencer aussi les choix d'activités d'entreprise. Nous, on a des amis ingénieurs chez Airbus, Atos et ce genre d'entreprise qui clairement impulsent ce mouvement-là vers des activités comme ça de team building. Donc, à partir on va dire c'est une question de négociation et de tarification et d'expérience. Côté joueurs, si vous parlez des joueurs qu'on doit défrayer ou que certains professionnels du coup qu'on doit payer entre guillemets, déjà en semi-pro et amateur, on a de la chance dans le sens où ils s'autofinancent. Leur prix de leur place va financer le cash price et ça leur convient parfaitement en fait. Donc déjà ça évolue parce qu'avant en récompense ils avaient des bons d'achat. Aujourd'hui ils ont du cash price et à des milliers d'euros, donc c'est pas mal, même pour les joueurs sont ravis de ça, donc ils s'autofinancent. Et donc, c'est encore accessible. Voilà. Pour répondre à la question, je pense qu'il y a une certaine idée reçue aujourd'hui parce qu'il y a une grosse mise en avant, on va dire, de très gros clubs dont on parle beaucoup. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'e-sport, c'est 99% d'associations en France. Hein, donc, je pense qu'il y a vraiment tous les budgets. Alors après, c'est sûr, quand en début de séance, on parle de Vitality. Bon, ben voilà, Vitality, il va falloir calculer des montants à 6 chiffres, sinon c'est pas la peine de discuter. Après, il y a ce qui est normal au vu de leur business model et de leur, encore une fois, de leur état d'avancement.
Après, je veux dire, aujourd'hui, dans chaque région ou même département de France, vous avez des clubs e-sport. Hein. Que moi, je le vois côté équipementier, que ce soit même en outre-mer ou autre, il y a un développement qui est astronomique. Donc, il y a vraiment, je pense, tous les budgets, parce que forcément, un petit club e-sport, il ne va pas demander des centaines de milliers d'euros pour fonctionner. De même qu'un petit club sportif, en fait. Hein. Encore une fois, c'est le même schéma qui s'applique dans les domaines. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des opportunités pour tout le monde, à tous les budgets. Après, si on veut forcément taper directement sur les top équipes nationales ou internationales, ça va coûter des millions. Faut être réaliste. Mais il faut peut-être commencer par quelque chose de plus petit, on va dire, sans dénigrer qui que ce soit, mais de plus petit, de plus humble, et au fur et à mesure apprendre à connaître cet écosystème et travailler avec. Voilà. Moi, je vais rajouter une petite chose. Alors nous, effectivement, on est une structure où ça a coûté un investissement de créer la salle et de créer les jeux qui sont associés à EVA. Donc là, effectivement, on parle que d'argent tout le temps. Il n'y a pas d'association, tout le monde est rémunéré. Donc là, on ne parle pas en termes de joueurs, on parle d'organisation. C'est sûr que ça va grandir de plus en plus. Aujourd'hui, il y a 9 salles qui sont ouvertes en France. L'année prochaine, il y en aura sûrement dans les 25 ou 30. Donc la partie e-sport et la partie réalité virtuelle, nous de notre côté, augmente considérablement, et avec uniquement des gros budgets qui sont sortis. Et à chaque fois, on dit des budgets, ils sont minimum à 6 chiffres. Hein. Donc c'est des choses qui se développent. Alors pour l'instant, c'est que des fonds propres par chaque personne, mais on espère bien bientôt qu'il va y avoir des partenaires, des gens qui vont avoir l'engouement d'accompagner la marque EVA et les jeux et le mode e-sport dans tous ces domaines en fait. Alors justement, on voit qu'il y a d'un côté, si je me permets, l'équipe bénévole et l'équipe salariée et vraiment entrepreneur. Comment le vivent les marques justement, ce sujet-là ? C'est volontairement que je pique un petit peu au vif. Est-ce que justement le côté associatif bénévole est bien vu par des marques privées, pas forcément par le public qui est plus à l'écoute justement de cette typologie de structure, mais est-ce que des marques privées n'ont pas peut-être l'impression de ne pas avoir le professionnalisme du privé, et peut-être justement nous faire le parallèle avec votre vie professionnelle à côté? Alors, à titre personnel, notre événement, on avait au départ des partenaires qui ont été étonnés de voir que nous étions en fonctionnement d'association, dans le sens où on ne peut pas arriver et faire un événement et vouloir des sponsors ou des partenaires en étant amateur, dans le sens amateurisme, dans le sens en venant les mains dans les poches, sans dossier, sans business plan, tout ça. Donc nous, en fait, on est arrivé avec justement une structure comme une société en étant une association. Et ça, c'est par nos études, par notre rigueur qu'on a acquis lors de nos études, qu'on a pu justement mettre ça en avant. Et du coup, on a pu plaire à des entreprises. Dès notre première édition, on a réussi à avoir des acteurs privés qui, normalement, nous disaient on ne fait plus de partenariat avec les associations parce que trop d'amateurisme. Il suffit d'élever un peu le niveau, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais de travailler en bonne intelligence. Et là, on peut rassurer des partenaires privés. Et ça marche. Je peux rebondir sans souci dessus. Je vais rejoindre Ravine sur l'idée. C'est tout simplement que vous avez aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, un clivage énorme même d'une association à une autre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous allez trouver des gens très carrés, très professionnels, malgré que ce soit des associations, parce que tout simplement ils ont peut-être un métier à côté, une vie à côté, donc ils savent ce que c'est que d'être structuré, de fonctionner, même d'avoir même un business model, pourquoi pas, parce qu'au bout d'un moment c'est quand même une discipline qui coûte vite cher. Donc s'il n'y a pas une réflexion à plus de 2 mois, même en association, c'est le plantage assuré, quoi. Donc et aujourd'hui, vous avez malheureusement le même schéma qui existe sur des sociétés aussi dans l'e-sport. C'est la réalité des choses, des gens qui lancent des sociétés qui arrivent à les planter en 3 mois. Donc la problématique, elle va plus être dans le sourcing, je pense,
d'aller vérifier un petit peu peut-être le passif, voir ce qui a été fait, voir ce qui est mis en place derrière, gratter un petit peu le vernis pour voir si dessous c'est propre et que le projet il sera là encore dans 6 mois. Voilà. Aujourd'hui, le problème il est uniquement là. Vous avez des associations très, très carrées qui savent faire un dossier, qui savent faire une demande de sponsoring ou de partenariat. Et vous en avez, malheureusement, c'est vraiment là de l'amateurisme, quoi, mais sur le fonctionnement. Et malheureusement, moi, je tiens à souligner qu'il y a aussi des sociétés qui sont dans le même cas aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui essayent de faire un hold-up dans l'e-sport, et souvent ça se termine mal, quoi. Donc aujourd'hui, c'est le plus important, c'est d'aller vérifier un petit peu quel est le passif, l'historique, depuis combien de temps la structure est en place, etc. Après, si tout ça c'est fait en amont, il y a possibilité de travailler, que ce soit avec des associations ou des entreprises, encore une fois, hein, il y a de tout. Alors on comprend bien que finalement, pour faire un beau bâtiment, il faut avoir des bonnes fondations. Hein, on est tous d'accord avec ça. Donc les marques, on a compris. Quelles activations et pourquoi les marques finalement viennent vers vous sur des événements, sur des équipes e-sport, sur des salles? Est-ce que c'est purement pour de la notoriété? Est-ce que c'est aussi une question de rajeunissement d'image de marque? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi finalement c'est un Eldorado pour eux? Au-delà de ce qu'on appelle basiquement le ROI, le retour sur investissement qu'ils font dans de la communication, est-ce qu'il n'y a pas d'autres notions d'engagement qui peuvent ressortir justement à travers l'e-sport? Nous, sur notre première édition, il y a un cabinet d'avocats qui est venu vers nous et qui, justement, par rapport au décret de 2016, souhaitait, et à l'évolution de l'e-sport, essayer de tâter le terrain, voir s'il y avait un marché, avoir des contacts avec les équipes. Après, on a eu justement Énergie aussi qui est venu vers nous, et ce genre d'entreprise. On peut parler d'Eldorado, que ce soit un Eldorado peut-être de rajeunissement de marque, mais aussi social surtout, parce que comme on parlait tout à l'heure de team building, tout ça, c'est vrai que d'avoir des événements, on connaît des salles d'escape game, on connaît le karting, on connaît tout ça, mais on voit, par exemple, lors d'une édition, nous avons eu des élus qui ont pris place sur nos simulateurs et qui ont fait une petite compétition entre eux, et c'est clair que ça rajoute vraiment du punch, et aussi un aspect plus, on a l'impression d'être plus connecté à l'autre quand on veut le battre, quand il veut nous battre, donc tout ça. Et l'Eldorado aussi, si on parle d'Eldorado économique, c'est aussi vraiment, je pense clairement en termes de visibilité, hein, c'est vraiment la visibilité qui va, vu qu'ils veulent le retour, les chiffres qu'ils veulent en retour, c'est pour prouver une certaine visibilité. Ouais. Et moi je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui va faire la grande différence, c'est tout ce qui va être influenceur, youtubeur. On le voit à chaque événement où il se déplace, où il y a des gros noms qui se déplacent. Là, il y a des marques qui veulent bien mettre du budget sur la table. On l'a vu sur le premier événement de Eva, où il y avait la team de Mingo, de Solaris, de plein de teams qui étaient là. Et au final, Adidas a mis un gros paquet d'argent pour cet événement-là. Je pense que si jamais on aurait fait un événement sans youtubeur ou d'influenceur, au niveau budget, ça aurait été proche du néant, quoi. Donc c'est vraiment eux aussi qui font le fait qu'un événement peut marcher ou pas marcher. Là où les marques peuvent mettre de l'argent ou pas mettre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, financer un événement, on va dire en one shot sur une soirée ou sur un week-end, pour une marque, si c'est diffusé sur plein de followers, ça peut être très rentable pour très peu d'investissement par rapport à de la télé ou sponsoriser une grosse écurie de foot ou de rugby ou de n'importe quoi, qui fait qu'aujourd'hui l'investissement n'est pas énorme sur un très bon retour. C'est exactement ça. C'est le budget va pas être le même que sur du budget télé ou même radio aujourd'hui. Après, encore une fois, toutes les marques peuvent y trouver un intérêt différent. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez les endémiques qui vont vendre, qui ont quelque chose à vendre directement pour eux, donc ça va être les premiers aujourd'hui à s'implanter sur
sur l'e-sport. Eux, ils n'ont pas réfléchi très longtemps parce qu'ils ont quelque chose à vendre directement. Après, pour les autres, s'il y a une stratégie un peu plus long terme, tu parlais tout à l'heure de Louis Vuitton, la stratégie, elle est bien différente parce que Endémique, non endémique, peut-être une petite définition pour ceux qui ne maîtrisent pas. Les marques endémiques, ça va être les marques qui ont directement un intérêt économique avec le milieu de l'e-sport. Les non endémiques, ça va être justement l'inverse, celles qui n'ont rien à vendre directement à l'e-sport. Donc après, vous pouvez avoir, je sais pas moi, une ESN qui va vouloir travailler sur des sujets e-sport parce qu'ils ont envie de revaloriser la marque employeur, rajeunir l'image et faire du recrutement, par exemple. Il y avait eu Airbus il y a quelques années maintenant qui avait fait une équipe e-sport, but étant uniquement de faire du recrutement. Donc après voilà, c'est une stratégie qui va être différente selon chaque marque, plus ou moins long terme. Et après la durée des activations, nous on essaye de tabler au moins sur une année, sinon ça reste très court, hein, les one-shots. Ça va fonctionner effectivement avec des influenceurs quand il va y avoir beaucoup d'influence derrière. Là, faire du one-shot, ça reste pertinent. Après, c'est une question de budget aussi, quoi, parce que là, on n'est plus encore une fois sur les mêmes montants. Plus il y a d'audience, plus les montants montent, quoi. Alors finalement, on voit que vous êtes à la fois assez raccord dans vos réponses, mais je sens des petites hésitations. Donc la question est relativement simple. On va reprendre le titre de l'intervention. Est-ce que finalement l'e-sport, c'est véritablement un Eldorado comme on l'entend, c'est-à-dire une opportunité véritablement de développer l'image de marque si c'est bien fait, ou est-ce que justement ça peut avoir ses limites? J'aime beaucoup une citation que mon président dit souvent, c'est que l'e-sport, on sait qu'il fera beau dimanche, mais on ne sait pas comment s'habiller ce matin. Est-ce que l'Eldorado, ça serait peut-être pas ça? On sait que finalement dans 5 ans, 10 ans, peut-être même avant, on va avoir des très belles perspectives en France à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de s'y investir? Beaucoup de marques s'y investissent déjà. Beaucoup de marques souhaitent s'y intégrer. Certaines s'en retirent, il faut aussi l'évoquer. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que c'est véritablement un Eldorado, pour reprendre ma question? Moi, je pense que c'est à travers la citation, elle est correcte. C'est que déjà en 2010, après 2000, moi je me souviens, il y avait pas mal déjà une première effervescence que j'ai vécue, parce qu'en 2000 j'étais trop jeune. En 2010, dans les associations, ça s'est ressenti. Il y a pas mal d'acteurs qui sont morts et qui ont disparu. Et là, pareil, on a eu une effervescence depuis 2016 à 2020. Et donc là, avec la crise du Covid, on va voir un peu qui allait se baigner en slip quand la mer se retire. C'est un peu une expression en finance. Et donc pareil, à mon avis, on va repartir après. Ça va repartir. Donc il y a un moment un peu particulier au niveau des LAN. Après, je parle en tant qu'organisateur, donc c'est vrai que la présence en ligne, c'est plus peut-être Julien qui va pouvoir le dire. Mais je pense que c'est un Eldorado, mais qui tend à se pérenniser comme tout nouvel écosystème en fait. Alors moi, Eldorado, c'est sûr que oui, vu que je viens d'ouvrir une salle dans l'e-sport. Mais aujourd'hui, je dirais que pour l'instant, 90% de nos clients, ça reste du loisir à l'heure actuelle. Donc les 10 derniers pourcents, c'est à eux ou à nous, dans la cadre de faire grimper, que ça passe de 10 à 20, à 30 ou à 40% des clients. Mais aujourd'hui, malheureusement, moi je vois sur notre clientèle qui est plus du loisir, même s'il y en a qui viennent, ça fait 1 mois et demi qu'on a ouvert, qui sont déjà venus 5 fois, mais qui font que du loisir. Après, il y a effectivement beaucoup de gens qui nous disent, voilà, quand commencent les premiers tournois e-sport, quand commencent les tournois, et ils sont hyper à cran de savoir quand ça va être et quelles sont les modalités des inscriptions, de tout. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore figé, mais il y a quand même, on voit une énorme demande de ce niveau-là, quoi. Une volonté d'Eva d'aller vers vraiment la compétition et de passer du divertissement à la compétition, ou tout du moins d'allier les deux. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'organiser au moins un grand tournoi national chaque année. Et nous, sur Toulouse, on organisera au moins 4 ou 5 tournois tout au long de l'année, quoi.
Donc, Nouvel Eldorado, je dirais que oui aussi, mais il n'y a même pas de mais. Ça va être. On a l'impression déjà que c'est quelque chose qui est déjà énorme aujourd'hui. Alors c'est le cas, mais en fait, à mon sens, c'est rien par rapport à ce que ce sera demain. Donc aujourd'hui, on a quand même presque 2 années Covid qui ont freiné, voire gelé beaucoup de choses, parce qu'il y a eu quand même un gros boom, on va pas se cacher, avec toute la période Fortnite en 2018 sur l'e-sport. Ça a quand même booster le développement global, en tout cas en France, ça c'est une certitude. Après, voilà, on prend 2 années de Covid derrière qui gèlent un peu tout l'écosystème, parce que même au niveau sponsoring, etc., ça a quand même freiné certains acteurs. Mais c'est le début. Pour moi, on est au début de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, je pense qu'il y a un positionnement à faire le plus tôt possible. Parce que plus on arrivera tard, plus ça sera compliqué. Au début en France ou au niveau mondial? On est même au début, à mon avis, au niveau mondial. On va pas se cacher qu'on est quand même un petit peu, je dirais, en retard par rapport à ce qui se passe en Asie ou aux États-Unis. Faut être réaliste, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'images de chiffres qui sont les chiffres qui sont les chiffres des datas mondiales. Mais la France, après, a pas tant de retard que ça, au final. Donc, quand la structuration se mettra en place, qu'il y aura un peu plus de texte pour encadrer l'e-sport, ça va, je pense, aller très très vite. Il y a la communauté, il y a les consommateurs, il y a les structures qui sont en place. Donc, ça va être un déclic. Il va y avoir un déclic et après ça va aller très très vite. Après, de vous dire si c'est dans 1 an, dans 2 ou dans 4, pour le moment je peux pas, mais je pense que ce sera pas dans 10 non plus, quoi. Après, il y a aussi surtout les Jeux Olympiques où on parle d'intégrer le e-sport au niveau des JO. Ça va être un énorme coup de boost aussi à tout ce qui va être partie e-sport. Maintenant, à savoir comment ça va être mis en avant dans les Jeux Olympiques, ça c'est un autre sujet. Je ne sais pas si en 2024, ce qui va être réalisé encore, vu que c'est en France, mais ça peut donner un énorme boost sur cette économie qui est le e-sport, quoi. Allez, merci pour vos réponses. On passe à la dernière question. J'inviterai Bruno Ollier ensuite à nous rejoindre pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir dans la salle. Je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux et d'autres salles qui ont été remplies aussi à côté par manque de place de celle-ci. Donc finalement, dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à une marque, à une entreprise, à un acteur public, il y en a certains dans la salle que je ne citerai pas, quel conseil vous leur donneriez pour s'intégrer dans cet écosystème de l'e-sport, que ce soit sur de l'événement, que ce soit pour faire des activations dans des salles ou que ce soit au niveau des clubs? Comment découvrir, comment s'y investir et comment s'y développer? Peut-être d'un côté demander à l'agence e-sport, après la réponse je l'ai donnée plus ou moins tout à l'heure, c'est déjà sourcer. Donc sourcer, ça peut être sans blague, mais au travers de l'agence e-sport, de travailler sur ce sourcing avec des gens qui sont déjà dans le milieu, qui sont reconnus, on va dire, dans ce milieu. Après, voilà, une fois que ce sourcing il est fait, il faut se lancer, c'est comme tout. Il y a un créneau à prendre, une fenêtre de tir. Je pense qu'il faut passer à l'action, on va dire le plus rapidement possible avant qu'il y ait un développement qui devienne inatteignable. Côté événement, pour une entreprise, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du sponsoring, il y a aussi les offres de stand, il y a aussi juste de mettre un logo. En fait, ça dépend vraiment de la cible et de ce qu'on veut cibler, tout simplement. Donc, pour les entreprises, qu'on leur conseillerait justement de savoir ce qu'ils veulent, quelle cible ils veulent toucher, et après, de voir ensemble ce que l'on peut proposer, tout simplement. Allez, merci à tous pour votre prise de parole. Bruno Ollier, je vous invite à revenir justement
pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Merci à tous, comme je disais, d'avoir participé. Merci à ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. J'invite les autres salles, s'ils ont des questions, à venir nous rejoindre justement dans la grande salle pour pouvoir les poser. Et justement, on va pouvoir attaquer, on va pouvoir attaquer les questions. Donc, qui d'entre vous a peut-être une question à poser à certains de nos intervenants ? Donc alors je répète peut-être, donc le rapprochement entre le sport et l'e-sport, donc quel finalement lien on peut avoir avec une précision sur la maison du handball. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce rapprochement-là qu'on voit de plus en plus, peut-être aussi lié au Covid ? Oui, après je te passerai la parole. En fait, on a vu des clubs de rugby, des clubs de foot et là, du coup, des clubs de handball qui s'intéressent de plus en plus à l'e-sport aussi et qui intègrent leur équipe d'e-sport. On peut le voir aussi avec le PSG et FIFA, par exemple. Et ce qu'on peut mettre en relation, et c'est pour ça que je comprends qu'on puisse corréler les deux, c'est que un joueur e-sport va aussi avoir besoin justement d'un coach sportif, d'un coach nutrition, d'un kiné comme on dit, ou même des opticiens. En fait, tout ça, c'est plus facile d'intégrer à une structure qui est déjà là, donc une structure sportive qu'on connaît et qui est là. Et comme le disait Julien tout à l'heure, en fait, pourquoi réinventer quelque chose qui a déjà été fait et prouvé ? Donc c'est normal, moi je trouve que c'est dans la continuité et c'est totalement normal et tout à fait normal que ça le soit. Nous, on a un très bon exemple. On a signé il y a quelques semaines avec un club de basket de Nice, donc le Cavigal de Nice. Donc c'est une association entre notre équipe, alors c'est spécifique, mais c'est notre équipe NBA 2K, donc jeu de basket, qui est associée directement avec l'équipe du Cavigal de Nice. Là, l'intérêt, ça va justement être de montrer qu'il y a des passerelles entre le sport et l'e-sport. Il va y avoir des actions qui vont être faites avec le club. Et c'est aussi aujourd'hui pour les clubs un moyen, encore une fois, de rajeunir leur image, tout simplement, parce que on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, dans le sport, il y a, si on regarde les chiffres, de moins en moins de licenciés chaque année, etc. Donc, il y a besoin. Alors, la problématique des stades, visiblement, là, ça a été solutionné pour le moment. Il n'y a plus trop de problèmes. Les stades ont été remplis, à ce que j'ai vu récemment. Mais avant le Covid, voilà, les clubs annonçaient qu'il y avait de moins en moins de personnes dans les stades. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, on voit, comme encore une fois aux États-Unis, peut-être des cérémonies d'ouverture de matchs avec un match e-sport. Ça se fait en NBA. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive aussi en France, qu'on ait une cérémonie d'ouverture avec un match e-sport avant le match du vrai sport, si on peut dire comme ça. Autre question peut-être dans la salle ? Il faut se lancer. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une petite question par rapport à la normalisation des jeux vidéo et de l'e-sport par rapport aux Jeux Olympiques. Ce qui bloque actuellement du coup c'est la création d'une fédération de jeux vidéo, du coup d'e-sport, qui soit reconnue par le gouvernement français, voire international. Est-ce que vous trouvez que l'e-sport en France essaye de faire le pas vers la normalisation pour accéder à ces privilèges en quelque sorte ? Moi, je vais un peu apporter un avis contradictoire, mais pour moi, l'e-sport devrait faire sa place plutôt en marge des JO, plutôt que d'essayer de coller aux JO. Moi, je pense pas que l'e-sport a sa... Enfin, il y a des jeux qui vont coller à l'esprit des organisateurs des JO, mais il y a clairement d'autres jeux qui n'auront jamais leur place dans des JO traditionnels, je pense. Donc oui, qui sont probablement aussi les plus joués, oui. Et donc c'est moi, après c'est en tant que joueur et organisateur, mon opinion, elle est qu'on devrait plutôt en termes d'e-sport prendre le temps de se structurer au niveau national, international. C'est déjà le cas, il y a il y a des initiatives, plutôt que essayer de coller au JO. Après, pour répondre à la question, je pense qu'ils vont essayer d'accélérer et de mettre effectivement des jeux comme FIFA, des jeux comme NBA 2K, ou des jeux qui finalement sont que la représentation du sport, mais virtuellement.
y a des actions, la fédération, il y a plusieurs groupes qui essayent justement de mettre en place une fédération. Après, ça reste quelque chose de long parce que si je dis pas de bêtises, il faut une certaine ancienneté pour que la fédération soit reconnue. Et après, ça reste très difficile encore aujourd'hui d'arriver à fédérer tous les clubs. Comme je disais tout à l'heure, le clivage est tellement énorme que c'est un petit peu compliqué de fédérer tous ces clubs. Après, l'implantation sur les JO, je pense que c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Ça va être un essai pour moi, ce qui va arriver sur les prochains JO, ça va être un essai, parce qu'après, la réalité des choses, où je rejoins Mathieu, c'est que je pense qu'on ne verra jamais du Counter-Strike ou des jeux comme ça sur les JO. Ça va à l'encontre des valeurs, donc voilà, ça c'est sûr que ça restera un problème. Donc est-ce que ça ne sera pas juste la représentation de jeux de sport? Certes, dans un premier temps, ça sera ça, après à voir ce qu'ils veulent faire. C'est aussi, encore une fois, je pense, un rajeunissement de marque, l'intégration des sports au JO. Donc c'est une stratégie plus long terme. Ils vont faire un essai, voir s'ils arrivent à capter une audience qui ne capte peut-être plus. Et après, il faudra voir sur 5-10 ans ce que ça peut donner, quoi. Une dernière question peut-être? Bonjour. Je voulais demander à Julien, vu qu'il est équipementier, côté maillot, quel niveau ont les équipes que tu as, et tu vois une augmentation de vente de maillots et ainsi que de sponsors qui peuvent se mettre au niveau des maillots? Alors, la taille d'équipe, on a toutes les tailles d'équipe pour le coup. Il y a des équipes qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur leur réseau, et on en a qui en ont peut-être 300 ou 500. Après, aujourd'hui, nous on essaie justement aussi d'éduquer les clubs à ce on va dire mini business model de merchandising, en fait, qu'ils arrivent, c'est pas forcément le truc évident au départ, mais qu'ils arrivent à comprendre que voilà, ça peut être une source de revenus sur les clubs, et que il faut dynamiser ce merchandising. Encore une fois, c'est la même chose que dans le sport, Aujourd'hui, on voit tous les clubs sportifs arriver à un certain niveau, ils vendent du merchandising. Donc c'est une suite logique, ça fait partie des business models que peuvent avoir les équipes e-sport et qu'ont les équipes sportives. Il y a des équipes e-sport qui le font quand même très bien en France, et je pense je ne vais pas dire qu'ils tournent exclusivement avec leur merchandising, mais à l'échelle mondiale, ça représente 11% des revenus de l'e-sport, le merchandising. Donc c'est quand même une valeur qui est pas négligeable. Allez, merci à tous. J'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe de la mêlée, les personnes à la régie. Bruno, merci beaucoup de représenter le conseil départemental. Je remercie également Thierry qui travaille énormément à mes côtés. Mathieu, merci d'être ici. Avine, Julien et Rémi, bien entendu. Merci à tous. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Pour moi, en tout cas, c'était riche en informations, même si pour la plupart des informations, on les avait déjà préparées en avance. N'hésitez pas à aller à leur rencontre si vous voulez échanger, si vous voulez découvrir la Saleva au service sport, les organisations qu'ils font, ou bien entendu le travail que fait le conseil départemental sur l'e-sport et les travaux qui vont commencer à aboutir. On a retenu qu'on sera invité pour faire une petite compétition de jeux vidéo aux médiathèques, donc on en profitera, on le relaiera. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.